Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Darmaillan, le président d'ArcelorMittal France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président également de l'UIMM. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est le retour à une vie presque normale, nous a dit le Premier ministre Édouard Philippe. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Je pense au MEDEF parce que Geoffroy Roux de Bézieux disait en fin de semaine, il parlait de perspectives très sombres. On est aujourd'hui dans effectivement un retour à la normale. On a arrêté l'industrie parce que les commerces de détail ont été arrêtés. Et donc, toutes les industries qui sont sur le commerce de détail sont arrêtées. Et par définition, ensuite, la métallurgie, etc., se sont arrêtées. Bien sûr, à l'exception de la santé et de l'alimentaire. Et donc, aujourd'hui, on est en train de réouvrir, j'allais dire la pompe, c'est-à-dire la capacité à nos industries de réalimenter, de remplir leur supply chain. Donc pour moi, c'est vraiment un point très important. Il n'empêche que Geoffroy a raison sur le fait que cette crise, par rapport à 2019, est bien supérieure. À 2009, 2008-2009, faut dire, pas 2019, par rapport à 2008. 2009, pardon, a un impact bien supérieur. Donc on va avoir beaucoup de mal à retrouver les niveaux que l'on avait avant février. Eh bien justement, c'est la question qu'on a posée à tous les économistes. Selon vous, le curseur est quelque part entre 2021 et 2022 pour retrouver, j'ai envie de dire, pour effacer les séquelles de cette récession, moins 11%, nous dit Bruno Le Maire aujourd'hui, de décroissance sur 2020. Oui. Quand est-ce qu'on retrouvera notre niveau d'avant? Qu'est-ce qu'on aura effacé? Parce qu'il y a deux choses, il y a retrouver le niveau de croissance d'avant-crise, potentiel de la France, 1,5-2%, et y avoir effacé tout ce qu'on aura perdu, les moins 11 de cette année. Oui, on est passé d'un PIB de plus 2% à un PIB de moins 8, moins 11%. Oui, ça va être quelque chose d'extrêmement dur sur la France. Au niveau européen, on imagine quelque chose d'un peu meilleur, mais ça reste des chiffres négatifs. Donc on espère qu'effectivement 2021 va être l'année de la reprise et il faut travailler pour ça et c'est pas gagné d'avance. C'est pas gagné d'avance parce que... Non mais la reprise elle est assez mécanique, on sait que oui, la réponse est oui, 2021 sera bien l'année de la reprise et même sur le second semestre. Ouais. Après je reviens à ma question, c'est quand est-ce qu'on a effacé encore une fois toutes les pertes de 2020? Je pense que le scénario n'est pas aujourd'hui d'effacer les pertes de 2020, on va les traîner. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment le financement par l'État, avec le prêt garanti par l'État, va pouvoir être transformé. C'est-à-dire l'important aujourd'hui... Transformé, alors attends, c'est important parce qu'on avait Nicolas Dufour, qu'on était avec lui la semaine dernière, grand succès, c'est un grand succès ce prêt garanti par l'État, il faut le dire. Après, le transformer, c'est-à-dire qu'en fait on a prêté à des boîtes qui ne seront pas capables de rembourser, mais il m'a répondu, mais attendez, elles ont 5 ans ou 6 ans pour rembourser. Donc nous avons l'intention avec le gouvernement de lancer un pacte productif pour moderniser l'industrie française. Ah, vous partez sur autre chose là? Non, vous allez Prêt garanti par l'État, pacte productif? Non. Non, vous allez voir. Ça veut dire que les entreprises doivent investir. Et donc il est clair que si on veut réussir la relance et le pacte productif, il faut mettre les bilans des entreprises dans une possibilité où elles vont pouvoir investir. Donc ça veut dire que ce prêt de trésorerie qui représente des masses très importantes pour toutes les entreprises. 80 milliards en tout. Il va falloir le transformer, effectivement, et travailler à faire en sorte que cet argent remonte en haut de bilan. Donc, attends, il faut expliquer, parce que beaucoup de boîtes ne seront pas en capacité de le rembourser. Bien sûr, c'est bien. On a prêté à des boîtes qui n'étaient pas viables? On a prêté à des gens qui, effectivement, n'avaient pas... Quand vous empruntez pour un an de chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas rembourser rapidement. Et parler de dire 4-5 ans peut-être, mais le plus important, ce n'est pas d'attendre 4-5 ans avec des bilans dégradés. Donc l'urgence du plan de relance de septembre, ça va être que le gouvernement, que nous trouvions des solutions financières pour que cette masse d'argent soit stabilisée. Comment on transforme donc un prêt? Imaginons, j'ai une petite TPE, une petite PME, on m'a prêté 500 000, 1 million d'euros que je dois rembourser, en théorie 1 an ou 5 ans. Donc ça devient quoi alors? Ça devient soit un prêt participatif. Donc on est en train de travailler actuellement sur les solutions techniques. Expliquons concrètement, c'est quoi un prêt participatif? On est en train de travailler sur les solutions techniques, donc je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui, mais qui permettent de rendre les bilans dès septembre, disons dès 2021,
sain, de façon à ce qu'on puisse effectivement moderniser l'industrie française. C'est ça le sujet. Donc l'urgence, c'est pas relancer c'est pas relancer la consommation, c'est autant relancer la consommation qu'assainir et restaurer la qualité des bilans des sociétés françaises. Il y a trois phases. Il y a une phase de déconfinement. Il y a aujourd'hui une phase de reprise qui consiste à relancer la consommation, d'où l'importance de la journée d'aujourd'hui. Et puis il y a une phase de relance qui va être de traiter les sujets financiers dont je viens de parler, le sujet de souveraineté dont le président de la République a parlé, le sujet d'économie verte et de neutralité carbone dont nous parlons tous. Et donc ce plan de relance, c'est septembre. Et il va falloir jouer sur ces trois composantes, c'est-à-dire la nature des investissements qu'on doit faire, pour quelle économie, pour quelle nouvelle économie on veut. Mais il va falloir donner aux entreprises la capacité de le faire. Et j'oublie un quatrième point qui est la compétitivité des entreprises. Ouais. On n'obtiendra pas de souveraineté. Le pacte productif. Il revient à son pacte productif. Plan de relance et pacte productif. Pourquoi tant de septembre, Philippe Darmanin, pourquoi tant de septembre? Parce que le gouvernement a annoncé septembre. Mais c'est pas un peu tard, non? Non. Maintenant qu'on est déconfiné. À partir du moment où les mesures de reprise, comme celles qui ont été prises sur l'automobile, donc les mesures urgentes de reprise sont faites dès juin, je pense qu'il est bon de se donner le temps pour faire un plan de relance, pacte productif, qui soit effectivement suffisamment ambitieux. Sur les aides, on a parlé d'un plan à 8 milliards pour le secteur auto. Sur les 8 milliards, il n'y a qu'un seul milliard qui va aux aides pour les Français pour acheter des voitures, notamment propres. Et combien de milliards sur l'aspect financier des bilans des entreprises? Donc je sais bien ce que je disais, l'aspect des bilans des entreprises est totalement clé. Et donc il faut effectivement éviter que nos grands joyaux soient en état de faillite d'abord, mais aussi... Vous pensez à qui? Quels sont ces grands joyaux en état de faillite français? Mais en état aussi d'investir. Donc les joyaux, c'est Airbus, c'est Renault, c'est tout ça. La crise de l'aéro va durer 3 ans. Le trafic aérien s'est arrêté. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une baisse des commandes qu'a Airbus. C'est un retour, les compagnies d'aviation ne prennent pas livraison des commandes qu'ils ont passées. Donc c'est une crise qui va être extrêmement sérieuse. Et donc il faut traiter c'est à la fois l'aspect des marchés, mais aussi l'aspect du bilan des entreprises. Ouais. En tant que président de l'UIMM, Philippe Darmanin, plus importante fédération, on rappelle du MEDEF, aéro, c'est aéronautique, auto, sidérurgie, électronique. Sur Renault, vous évoquez Renault dans les joyaux, il y a eu cette réduction de la voilure très violente, 2 milliards d'euros d'économie. 15 000 suppressions d'emplois sur 3 ans, donc 4 500 en France, sans licenciement sec, il faut quand même aussi le rappeler. Renault n'avait pas le choix pour vous, c'est-à-dire qu'il fallait restructurer à tout prix, j'ai envie de dire, l'outil de production. Il faut leur faire confiance. Je n'ai pas d'éléments qui pourraient infirmer le plan que Jean-Dominique Sénard a lancé. Donc, ce qu'on peut dire simplement que c'est la pierre qui s'est rajoutée à une situation qui était déjà difficile. La situation qui était difficile sur une mutation de l'automobile vers l'électrique qui a été mal préparée, qui a été brutale, mal préparée, avec des impositions françaises, impositions européennes, etc. Donc Renault est dans une situation difficile. Elle a fait le pari de l'électrique qui est insuffisamment préparé au niveau des infrastructures. On voit que c'est plutôt l'hybride électrique qui est en train de s'imposer. Bon, donc ces choix-là ne datent pas de la crise du Covid, ils datent d'avant. Et donc le Covid est la pierre qui s'est rajoutée à ça, et donc une restructuration semble effectivement inévitable. Et sur l'industrie, qu'est-ce qu'on peut dire après 3 semaines de déconfinement? Comment repart l'industrie en France? Et est-ce qu'il n'y a pas ce risque aussi, de question en une, pardon, que l'industrie française ressorte plus affaiblie que jamais dans cette récession historique qu'on va vivre cette année? Oui, c'est le risque. Le risque que nous avons, c'est que comme en 2009, l'industrie mette du temps à repartir. Alors simplement, la différence avec 2009, c'est qu'il y a une conscience collective en France, depuis les Gilets jaunes, que l'industrie est à préserver, voire à redynamiser. Il y a une idée directrice qui est de la redynamiser sur la nouvelle économie, le digital, l'économie verte, etc. Donc il y a un plan. Ce plan, il est en train d'être mis à jour suite au Covid, pour permettre à tous les grands secteurs. Vous savez, nous avons créé 20 filières industrielles, animées en général par les têtes de filière, Airbus pour l'aéro, etc. Et donc, ces filières ont soumis aujourd'hui à France Industrie et au gouvernement leur plan pour une relance réussie. Donc, tout ça n'existait pas en 2009. On avait fait en 2009 la même chose uniquement pour l'automobile. Donc, on est dans une situation, j'allais dire, de conscience du problème, mais
vous avez raison, il y a un risque que l'industrie souffre énormément suite à cette crise. Voilà. Et donc, et dans les secteurs, on le voit bien, donc pour vous, le secteur qui aura le plus de mal à repartir, c'est l'aéronautique en premier lieu, et après? Bien, écoutez, l'automobile me paraît, même après les mesures du gouvernement, un pari extrêmement risqué, puisque on veut à la fois changer l'ensemble des modèles vers des modèles que nous ne savons pas faire, et donc il va falloir effectivement qu'on monte en régime, avec des chaînes de valeur qui changent complètement, la batterie étant une partie de la chaîne de valeur très importante. Donc l'automobile... Batterie dont la valeur ajoutée n'est pas chez nous, hein. Elle est en Asie. D'où l'importance d'avoir fait... C'est 40% de la valeur ajoutée d'une voiture, du coût de production d'une voiture, la batterie. Oui, oui, c'est énorme, et c'est fait en Chine. Ouais. Et donc, d'où le plan du franco-allemand pour faire la batterie en Europe, mais ça ne sera pas prêt qu'avant 2023. Donc, je pense effectivement que l'automobile reste... Vous êtes inquiet pour l'industrie française ou pas? Parce que finalement, vous dites que par rapport à 2009, voilà, qu'on n'est pas dans la même situation, qu'on s'en est mieux préparé, qu'on a des plans pour chaque filière. Je suis dans l'action. Et puis, il y a cette idée aujourd'hui que... Je ne sais pas que ce n'est pas le quoi qu'il en coûte du président, mais qu'il y aura des milliards qui vont être mis sur la table et que c'est le moment ou jamais, quelque part, parce que Bruxelles a l'air de, je veux dire, peut-être de nous laisser les mains libres pour justement réinvestir dans l'avenir et sauver notre industrie. Il y a une conscience en Europe, le commissaire Breton a une conscience sur le sujet industriel qui est au moins autant important que le nôtre. Donc je veux dire, on est par rapport à 2009 dans un contexte de volontarisme qui est extrêmement différent. C'est ce qui nous sauvera. Le point clé va être les finances, j'en ai parlé, le point clé va être les compétences. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on laisse l'industrie comme en 2009, licencier toutes ses compétences. Mais pourquoi vous dites ça alors qu'il y a eu justement le chômage partiel avec une prise en charge jusqu'à 4,5 fois le SMIC, ce qui était meilleur pour l'industrie, prise en charge, pourquoi vous dites des milliards ont été mis là-dessus? Ouais, jusqu'à présent. Mais la meilleure assurance, c'est effectivement que l'industrie reparte. La béquille a été enlevée tout doucement. La meilleure assurance, la béquille financière de l'État a été enlevée. J'ai vu, c'est quoi les chiffres? L'État, l'UNEDIC, va payer maintenant 60% du salaire brut contre 70% avant. Salaire brut, pas net, c'était 84% du net. Ça va, la béquille, on l'enlève tout doucement, non? Oui, mais tout doucement. Trop rapide pour vous? Tout doucement, c'est la question des frais fixes. Donc il faut absolument que les entreprises puissent gérer leurs frais fixes. Donc ça veut dire d'une certaine façon, le chômage partiel, qui a été la solution que le gouvernement a inventée, a mise en œuvre pour éviter que les entreprises ne fassent immédiatement des licenciements économiques. Aujourd'hui, toutes les entreprises industrielles sont en train de réévaluer leurs frais fixes. La sidérurgie est en train de réévaluer ses frais fixes, l'aéronautique aussi. Et sur certaines industries, avec des prévisions de croissance, des prévisions de volume, qui vont être des prévisions sur plusieurs années. Donc voilà, mais donc si je prolonge le trait, ça veut dire qu'on va avoir des cohortes de chômeurs et de licenciements, vous écoutez? Il faut réadapter le plan par rapport au plan de charge, les effectifs. D'où le fait que les compétences sont un des phénomènes clés sur lesquels il faut continuer à travailler. Et donc il faut, une fois que le chômage partiel qui existait est en train de devenir un peu plus coûteux, dont acte, il faut, pour les industries qui sont face à une reprise qui ne va pas être immédiate, il faut inventer une suite, un chômage partiel de longue durée, qui permette aux entreprises d'ajuster leurs frais fixes par rapport à la charge qu'elles auront réellement. Donc nous avons à l'UMM imaginé ce système, en pensant à l'aéronautique bien sûr, puisque je vous l'ai dit, il y a 3 ans devant nous de baisse de charge, et nous avons proposé au gouvernement un chômage partiel de longue durée dans lequel qui serait financé à la fois par les entreprises et par l'UNEDIC, avec un engagement de non-licenciement des entreprises. Le gouvernement a repris cette idée, qui est passée à l'Assemblée la semaine dernière, et donc nous sommes en train de continuer à travailler cette question des compétences, et il faut absolument faire en sorte que les entreprises maintiennent leurs compétences et ne s'en séparent pas comme ça a été en 2009. C'est une des clés aussi importantes que le financement. Quelles sont les filières industrielles qui redémarrent mieux que les autres? Parce que là, on parle effectivement de toutes celles qui sont en grande difficulté. Pardon, dans ce jour de nouvelle phase de déconfinement, j'ai envie qu'on soit un peu optimiste aussi, là où ça repart. Les filières industrielles qui marchent bien aujourd'hui sont la chimie, l'alimentaire, la santé. Les filières qui marchent mal sont toutes celles qui sont liées à l'industrie, qui sont liées au B2C, aux consommateurs. Donc c'est l'automobile, c'est l'aéronautique, on va dire. C'est l'électroménager, c'est l'aéronautique. Donc d'une certaine façon, la métallurgie est au cœur de cette difficulté, puisque
toutes ces industries, effectivement, sont dans la métallurgie et elles sont soutenues par un grand nombre de PME et de TI. Donc nous avons le travail que nous avons fait, c'est pour ça qu'on a fait cette proposition sur le chômage partiel de longue durée, et d'assurer le redémarrage de tout ce qui est métallurgie, machine-outils, automobile, électroménager, etc. Toutes ces industries-là sont effectivement des industries qui sont en danger. Ce chômage partiel de longue durée, sans licenciement en contrepartie, si le gouvernement va au bout de l'idée, c'est le rempart, c'est le seul moyen d'éviter une explosion du taux de chômage? Oui, je pense que c'est une... Pardon si on dit les choses. Ce n'est pas la seule façon. Nous avons aussi les outils traditionnels de formation. Donc le gouvernement a mis 500 millions sur le FNE pour que effectivement les entreprises... Le FNE, pardon? Le Fonds national de... Ah, ça c'est comique ça. Ah bah oui quoi. À vous de me le dire. Hein. C'est le fonds qui sert à financer les formations. Il y a trop d'acronymes, il faut arrêter avec les acronymes, les sigles. Oui, vous avez raison. Donc le gouvernement a mis des fonds sur la formation. Nous sommes en train de demander à ce que les aides au plan de formation des entreprises puissent être élargies. Actuellement, il est prévu pour les PME qui peut être élargi aux ETI. Donc il y a plein d'autres façons de faire en sorte que les entreprises ne se lancent pas dans des licenciements et qu'elles puissent utiliser leur personnel à autre chose qu'à attendre. Donc, on travaille sur ces sujets, mais il est clé. Vous parliez de l'économie verte de demain, d'aujourd'hui, et surtout de demain. L'hydrogène, la batterie, il y en a d'autres. On a vraiment les moyens d'avoir en France des champions mondiaux, pas des champions nationaux, des champions mondiaux. On a dans l'industrie des champions mondiaux sur l'hydrogène. Air Liquide est à la pointe. Ouais. Sur l'aéronautique, il n'y en a pas 36 dans le monde et Airbus, 8 en Europe. Sur l'automobile, Je parle de l'économie verte. Oui, mais l'économie verte, c'est des usages avant tout. L'économie verte, c'est la mobilité, c'est je me loge, je me nourris, etc. Et quand vous comptez le CO2, l'industrie proprement dite, c'est 18% des émissions. Donc la révolution verte que l'on appelle, qui permettra à l'industrie d'apporter des solutions, elle consiste à effectivement changer les usages. Alors sur l'industrie proprement dite, les 18% dont j'ai parlé tout à l'heure, nous avons, dans le cadre du pacte productif précédent la crise, l'ensemble des gros émetteurs de CO2, la sidérurgie notamment, ont présenté leur plan. Donc nous avons un plan, la sidérurgie a un plan à quelques 1,8 milliard, 2 milliards sur la période pour arriver à baisser nos émissions de 50% à l'horizon 2030 et pour arriver à être en neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc le plan existe, il est extrêmement challenging en termes d'investissement, il demande des bilans qui sont effectivement... Ah, on y revient. On y revient. On y revient. Non mais voilà, c'est lié. Si on veut respecter aussi une trajectoire carbone, il faut que les bilans soient assainis. Vous êtes le président d'ArcelorMittal France, évidemment, Philippe Darmaillan. La demande d'acier, c'est intéressant, c'est un indicateur un peu avancé de l'économie, dans la consommation d'acier. Qu'est-ce qu'on voit? Quels sont les segments, les pays, les zones géographiques où la demande d'acier repart le plus vite ou le moins vite, d'ailleurs? Le problème de l'acier aujourd'hui, c'est que l'offre d'acier est repartie en Chine, en Turquie, en Russie, avant la demande. Et que nous avons en Europe une situation d'urgence qui est d'améliorer ou de renforcer le bouclier que l'Europe a mis pour protéger nos marchés. Autrement dit, actuellement, nous avons la demande a baissé de 70% en Europe sur le deuxième trimestre. Avec un point bas, le point bas est atteint là. Elle va baisser de 50% par rapport à une référence 2019 au troisième trimestre. Troisième trimestre? Oui. Donc on est Comment ça se fait? Parce que le temps que toute la supply chain se réalimente, c'est notre estimation. Et donc nous avons ce problème que dans une conjoncture de baisse comme ça, nous avons donc baissé la production européenne de l'ordre de 50%. Un haut fourneau sur deux est arrêté actuellement en Europe. Et nous avons le fait que Turquie, Russie, etc. ont rempli les stocks d'Anvers, etc. Donc nous avons une situation d'urgence. Il y a un dumping de la part de la Chine qui doit écouler, et qui a redémarré avant nous, et qui doit écouler encore une fois de gros stocks d'acier. La situation la plus critique aujourd'hui, c'est la Turquie, pour laquelle nous avons des évidences de dumping et pour lequel nous demandons effectivement à l'Europe de renforcer les mesures de dumping et de sauvegarde.
En cherchant donc à récupérer vos clients, c'est ça? En allant voir que vos clients, En en disant cherchant voilà. à accompagner la reprise, absolument. La reprise dans l'acier, on a dit, c'est l'automobile, mais c'est aussi le bâtiment. Le bâtiment s'est arrêté complètement pendant le Covid. Mais ça reprend là. En Allemagne. Il reprend. D'ailleurs, en Allemagne, c'est jamais vraiment arrêté en Allemagne. Il reprend, mais le temps que l'acieriste se le voit, ça prend du temps. Nous sommes un pays exportateur d'acier. Et malheureusement, nous exportons beaucoup, notamment de fausses, sur l'Espagne, l'Italie, qui ont été durement touchées. Évidemment. Donc voilà, donc on est dans une situation délicate. Donc pour ça qu'on a annoncé une baisse des frais fixes de l'ordre de 25% pour effectivement passer cette crise. Si ça ne se normalise pas assez vite, si la demande d'acier ne se normalise pas assez vite, on finit là-dessus, Philippe Darmaillan, il faudra, pour ArcelorMittal, réduire la voilure encore plus. Nous ne sommes pas du tout dans cette optique-là. On est dans une optique d'accompagner la hausse de la demande sur l'Europe et de réouvrir progressivement nos fourneaux. Bon, on en reparlera. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Philippe Darmaillan, président d'ArcelorMittal pour la France, président lui-même, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.